Allez, passons à la synthèse que vous avez sur le Polycope du chapitre 6, synthèse, page 17. Après avoir présenté les théories des classes et de la stratification sociale, vous vous interrogerez sur leur pertinence pour analyser la société française. Bon, première théorie des classes, c'est celle de Karl Marx. Alors Karl Marx, vous voyez bien, c'est le milieu du 19e. Hein. On a plein d'écrits sur son analyse des classes. Là ici, on va prendre celui du manifeste du Parti communiste. Alors, pour lui, il y a deux classes qui vont s'affronter. On regarde, c'est grâce au développement de l'industrie, c'est le prolétariat qui va s'affronter vis-à-vis de la classe capitaliste, c'est-à-dire ceux qui possèdent les moyens de production. Alors, pourquoi cette classe va se développer et va rentrer en lutte? Tout simplement parce que si les capitalistes veulent produire plus et faire plus de profit, il faut automatiquement qu'ils embauchent plus de travailleurs. Donc vous avez le développement du prolétariat en même temps que se développe le capitalisme. À partir de là, les ouvriers vont être concentrés, c'est à côté des industries, et on va avoir tout un tas de cités ouvrières. Donc ils vont effectivement être regroupés. Donc ils vont prendre conscience de plus en plus de leurs intérêts, leurs conditions d'existence aussi. Et à partir de là, ils vont créer des associations permanentes pour naturellement revendiquer. Et c'est là que, pour Karl Marx, la lutte va éclater. Alors, à la différence de la petite paysannerie, si vous vous souvenez, lorsqu'on a étudié les catégories socio-professionnelles, au milieu du 19e, la petite paysannerie, c'est quand même, entre les ouvriers agricoles et les paysans, c'est plus de la moitié quasiment de la population. Alors pour Karl Marx, non, ils ne peuvent pas se devenir une classe, on va dire, en soi, une classe pour soi, pardon, tout simplement parce que ils vont pas pouvoir se regrouper, ils n'ont qu'un lien local pour quelques-uns, voilà. Donc on a un agriculteur à côté d'un autre agriculteur, mais bon, tous les agriculteurs ne peuvent pas effectivement se regrouper, prendre conscience de leur situation et rentrer en lutte par rapport à une classe, à une autre classe. Donc, ce qui est important, c'est chez Karl Marx noter deux types de classes. La classe en soi, bon, dans d'autres écrits, vous verrez, il y a, si vous tombez sur un texte de ce genre, ou si vous lisez, ou si vous allez regarder des vidéos sur les classes sociales de Karl Marx, des classes en soi, pour Karl Marx, il y en a des multitudes. Les petits indépendants, vous pouvez aussi prendre les employés, etc. Oui, ce sont des classes en soi, ce sont des personnes qui ont une place dans le processus de production, ils ont à peu près le même mode de vie, voilà, donc on va dire qu'il y a différents groupes qui traversent les sociétés. Mais par contre, il va être difficile pour ces groupes de devenir une classe pour soi. Pour qu'ils deviennent une classe pour soi, véritablement, il faut que ces groupes puissent passer à l'action. Donc pour passer à l'action, la première chose, c'est qu'ils puissent prendre conscience. Donc la concentration dans un même lieu des personnes favorise effectivement la discussion entre ces individus et la prise de conscience qu'ils sont dans la même place dans le processus de production, qu'ils ont le même mode de vie. Ils vont prendre conscience et qu'ils vont prendre aussi conscience qu'ils ont des intérêts communs à défendre vis-à-vis d'autres personnes, vis-à-vis d'un autre groupe social. Donc la classe en soi, c'est simplement une place dans un processus, et là on peut voir de multitudes de classes sociales, mais une classe pour soi, c'est une classe qui va prendre conscience et qui va commencer à lutter pour défendre ses intérêts. Pour Max Weber, si vous regardez, c'est
hop, vous l'avez ici, c'est plutôt début du 20e. Hein. C'est aussi une autre possibilité. Pour lui, les classes sociales, un petit peu comme Karl Marx, hein, c'est une classe en soi, voilà. Ça veut dire, mais lui il dit c'est simplement des personnes qui ont les mêmes chances d'accéder à des biens ou alors à un revenu, voilà. Bon, à partir de là, oui, il le note aussi. Hein, la grande opposition, c'est ceux qui ne sont pas propriétaires et ceux qui ont la propriété des moyens de production. Mais par contre, il ne pense pas que les classes vont pouvoir devenir une communauté. C'est une communauté d'action. Généralement, ce qu'on pointe, c'est effectivement, ils vont avoir une réaction similaire face à une situation, ponctuellement. C'est ce qu'on appelle des actions de classe. Voilà. Alors par contre, des actions sociétaires qui visent à changer la société, hein, c'est très rare. Ça dépendra de l'ampleur des inégalités. Et surtout, effectivement, cette conscience dépendra des conditions intellectuelles et culturelles. Bon, à rajouter une chose, c'est que dans la hiérarchie de Max Weber, les classes sociales, c'est simplement un ordre, c'est l'ordre économique, mais il y a d'autres critères d'opposition dans la société, le prestige des individus et aussi le pouvoir qu'ils peuvent détenir sur la société. Donc il y a quand même 3 types de hiérarchie qui ne se regroupent pas forcément. Hein. On peut être très haut au point de vue économique, mais par contre avoir très peu de prestige. Hein. On peut avoir beaucoup de pouvoir politique, mais très peu de prestige. Hein. Notre classe politique en fait les frais actuellement. Elle a le pouvoir, mais effectivement, elle est mal vue par l'ensemble de la population. Par la suite, c'est la pertinence aujourd'hui de ces deux classes, de ces deux analyses des classes sociales. Alors, vous avez un autre économiste, c'est Henri Mandras, qui lui a pointé une chose, c'est qu'il y a une réduction des inégalités économiques avec les 30 Glorieuses. On a une démocratisation scolaire, c'est-à-dire de plus en plus de personnes suivent une scolarité, et on a aussi un développement des médias qui nous donne une culture commune. Donc il préfère effectivement présenter une structure sociale avec, oui, toujours une petite élite hein, qui met à peu près à 3% de la population. Vous avez aussi ceux qui sont dans la pauvreté, hein, à peu près 7%, donc une pauvreté extrême. On verra en France, si on met d'autres critères, on va être à 9, voire 14% selon le seuil de pauvreté. Mais après, il voit qu'il y a une constellation centrale, une classe, un groupe, on va dire plutôt un groupe social qui est à peu près proche de l'élite, des cadres dans le privé, les cadres du public aussi, et puis après vous avez toute une constellation populaire. Donc lui, il base son analyse à côté d'une moyennisation. Regardons cette moyennisation, comment elle s'est développée. Elle s'est développée, alors on va le voir par rapport au rapport interdécile. Donc je reprends ce rapport interdécile, on va voir dans le schéma, dans cette correction un petit peu plus détaillée cette fois-ci. Lorsqu'on classe la population et les ménages, les 10% les plus pauvres, puis on rajoute les 10%, les 10%, les 10%, et on va jusqu'aux 10% les plus riches. C'est-à-dire, on décompose la population des ménages en 10 groupes, classés du plus pauvre jusqu'au plus riche. Et on va mettre D1, ça va être le niveau de vie maximum des 10% les plus pauvres, ce qui veut dire que c'est le revenu minimum des 90% les plus riches. Vous avez au contraire D9, c'est le niveau de vie minimum des 10% les plus riches, et c'est naturellement le niveau de vie maximum des 90% les plus pauvres. Donc on
va noter aussi D5, ce qu'on appelle le revenu médian. Vous en avez 50% au-dessus, 50% en dessous. C'est le niveau de vie minimum des 50% les plus riches et le niveau de vie maximum des 50% les plus pauvres. On peut calculer ce qu'on appelle le rapport interdécile D9 sur D1, et c'est là où on peut voir, en 1970, on est à 4,6, et en 2017, on est à 3,4, si je me trompe. Voilà. Donc, on voit bien que sur la période 70-80, les années 70, on a une forte diminution de ce rapport, ce qui montre qu'il y a une réduction des inégalités entre les individus. Alors, est-ce que cette moyennisation est parfaite? Alors, voyons une autre manière. Je vous reprends effectivement cette population classée des 10% les plus pauvres aux 10% les plus riches, et allons voir effectivement d'autres indicateurs. Premier indicateur, ce sont, excusez-moi, ce que je mentionnais dans la question 1, les 10% les ménages les plus riches, eux, ils se situent en D9, donc ils ont en moyenne 38 500 € par an. Et puis après, on a le revenu médian. Alors, comment on trouve le revenu médian par rapport au document précédent? C'est simple. Le taux de pauvreté à 50%, c'est 855 € par mois. Ça veut dire qu'il reperçoit 50% du revenu médian. Et vous avez aussi le seuil à 60%. Ils ont 1026 € par an. Donc, ils ont 60% du revenu médian. Ainsi, on peut trouver, vous voyez bien ici, le revenu médian, c'est à peu près 20 520 € par an. Vous avez le taux, ceux qui sont en dessous du taux de pauvreté à 60%, ils gagnent moins de 12 312 € par an. Et le taux de pauvreté à 50%, ils gagnent moins de 10 260. On prend simplement 855 € multiplié par 12, et on trouve le 10 260. Et après, on met 1026 € par mois multiplié par 12 mois, et on trouve les 12 312. Si le taux de pauvreté à 50% du revenu médian est à 10 260, on multiplie par 2, on a le revenu médian 20 520 € par an. Donc là, ici, on a les chiffres par an. Après, vous avez aussi les 1%, ce qu'on appelle les 1%. Alors, 1% des plus hauts revenus, on vous le dit, cela veut dire c'est à peu près 640 000 personnes. Ils ont un seuil, ils sont au-dessus de 159 300 €, ce qui veut dire, hop, il faut revenir en arrière, non pas en avant, que si on prend nos 10% les plus riches, les 1% sont ceux qui sont ici, ils ont au minimum 150 300 €. On peut prendre les 0,1, les 0,01, voire Mbappé, c'est ce qu'on voit, les différents seuils. Mbappé, lui, il pointe à plus de 10,6 millions € par an. Calculons des rapports, vu que le but c'est de jouer avec, je reviens sur les notions, les distances inter- et intraclasses. Alors si on est sur ce rapport interdécile, c'est une distance interclasse. C'est la distance entre ceux qui sont les 10% les plus pauvres et ceux qui sont les 10% les plus riches. C'est ce rapport D9 sur D1, c'est-à-dire le revenu maximum des 10% les plus pauvres est 3,4 fois inférieur au revenu minimum des 10% les plus riches. Voyons le rapport des 1%, 150 000, par rapport aux 10%, 38 500, le rapport est de 4,14. Cela veut dire que
le revenu minimum des 10% les plus riches est 4,14 fois moins important que le revenu minimum des 1% les plus riches. Et là, on a calculé un rapport interclasse à l'intérieur d'une classe, à l'intérieur des 10%. On peut le faire avec le rapport des 0,01%, et on voit que les 0,1%, ceux qui ont minimum 1 million, gagnent quand même 26 fois plus que le minimum des 10%. On pourrait calculer une distance interclasse, vous voyez bien, les 0,01% par rapport au revenu médian, par rapport aux 20 600, là on est à 48,7 fois plus, et on pourrait le faire par rapport au taux de pauvreté à 50%, c'est-à-dire aux 10 270. Là on voit bien, les 0,01% gagnent quasiment 97,47 fois plus que ceux qui sont en dessous du taux de pauvreté à 50% du revenu médian. Donc on voit des écarts. Alors, on peut aussi multiplier tous ces chiffres par 10 si on prend Mbappé qui gagne 10 millions et non pas 1 million. Si on met 10 millions en haut, vous multipliez tout cela par 10. Cela veut dire que, grosso modo, Mbappé vaut 260 fois plus que le minimum des plus riches, 487 fois plus que quelqu'un qui a un revenu médian, qui vaut quasiment 97 fois plus qu'une personne qui est en dessous du taux de pauvreté. Donc les revenus, vous voyez bien, indiquent aussi quels sont les droits à consommer qu'on donne à des individus selon l'utilité que la société leur donne. Voilà, on abordera dans une prochaine vidéo la suite.